Dans les méandres d'une Afrique colonisée, où les voix des peuples étaient étouffées par l'écho des canons impériaux, un homme est né pour faire entendre la sienne. Un homme aux convictions inébranlables, à la rigueur intellectuelle tranchante comme une lame, et au destin aussi lumineux que tragique. Cet homme s'appelait Mamadou Dia. Mamadou Dia voit le jour le 18 juillet 1910, à Khombole, une ville modeste nichée dans la région de Thiès, au cœur du Sénégal colonial. Bien que souvent associé à la Casamance, sa famille appartient à l'ethnie toucouleur, et c'est d'entre les cultures sérères, Peul et Wolof qu'il grandit, baigné dans la richesse des traditions africaines mais aussi dans la complexité d'une société en mutation. Son père, un modeste cheminot, incarne l'humble dignité des travailleurs africains colonisés, soumis aux règles d'un système impitoyable, mais jamais résigné. C'est dans ce milieu modeste, au croisement entre ruralité et urbanisation naissante, que le jeune Mamadou développe un regard aigu sur les inégalités sociales. Il observe, apprend, questionne. Très tôt, il comprend que l'ordre établi n'est pas juste. À une époque où l'éducation des indigènes était rare et souvent orientée vers la soumission, Mamadou Dia intègre une école coranique, puis l'école française. Il s'y distingue immédiatement par sa vivacité intellectuelle. Il lit avec passion, pose des questions qui dérangent, écrit avec style. Son ascension scolaire est fulgurante. Après son certificat d'études, il entre à l'école normale William-Ponty, le prestigieux centre de formation des élites africaines de l'AOF, Afrique occidentale française, là où sont passés Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta, ou encore Félix Houphouët-Boigny. À Ponty, il découvre le pouvoir des mots et des idées, mais aussi la duplicité du système colonial, qui forme des cadres pour mieux contrôler les colonies. Il y rencontre aussi Senghor, futur compagnon puis rival politique. Entre les deux hommes, l'admiration intellectuelle est immédiate, mais leurs visions du monde s'avéreront bientôt bien différentes. Mamadou Dia est un musulman pieux, mais ouvert au dialogue. Son islam n'est pas dogmatique, il est réflexif, éthique, enraciné dans les valeurs de justice, de solidarité et d'égalité. Cette spiritualité va profondément influencer son engagement politique futur. Pour lui, la foi ne doit pas être un outil de domination ou de conservatisme social, mais un levier de transformation morale et sociale. Il lit le Coran avec les yeux d'un réformateur, d'un penseur critique. Cette alliance entre foi et pensée progressiste fera de lui un homme politique à part dans l'Afrique post-coloniale, souvent en tension avec les pouvoirs religieux traditionnels. Après sa formation, Mamadou Dia devient enseignant, mais très vite, il est happé par le besoin de dénoncer les injustices coloniales. Il commence à écrire dans des journaux africains, critiquant ouvertement les abus du régime colonial, les inégalités raciales, et l'exploitation des travailleurs africains. Il collabore notamment avec des publications progressistes comme la Dépêche africaine et développe une plume acérée, militante, visionnaire. Pour lui, l'écriture est un acte politique. Il n'écrit pas pour plaire, il écrit pour réveiller. Cette plume, combinée à son charisme discret, lui vaut l'attention des autorités coloniales, mais aussi celle de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, le Parti socialiste français, qui cherche à s'appuyer sur des élites africaines pour redorer son image dans les colonies. À la fin des années 1930, Mamadou Dia part à Paris pour poursuivre ses études. Il entre à la Sorbonne, où il étudie l'économie, la sociologie et la science politique. Là encore, il se distingue par sa rigueur intellectuelle. Mais ce n'est pas seulement dans les amphithéâtres qu'il se forme, c'est dans les rues, les cafés, les réunions de militants anticolonialistes qu'il politise sa pensée. Il fréquente les milieux marxistes, socialistes, panafricanistes, et se lie d'amitié avec plusieurs figures de la future décolonisation africaine. Il comprend que l'émancipation de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur, mais qu'elle doit s'ancrer dans une pensée critique, autonome et profondément ancrée dans les réalités africaines. C'est aussi à Paris qu'il affine ses positions économiques. L'Afrique doit se libérer du joug économique colonial, rejeter la dépendance au capitalisme occidental, et construire des économies solidaires, équitables, et centrées sur les besoins des peuples. De retour en Afrique au début des années 1940, Mamadou Dia s'engage pleinement dans le combat syndical. Il devient une figure de proue des luttes ouvrières et paysannes, dénonçant le travail forcé, les conditions inhumaines imposées aux cheminots, aux cultivateurs d'arachides, aux dockers. Son arme ? La parole. Il prononce des discours puissants dans les assemblées syndicales, il organise des grèves, il écrit des pamphlets.
Il s'attaque frontalement aux gouverneurs coloniaux, aux compagnies françaises, aux bureaucrates complices. Mais contrairement à d'autres leaders radicaux, Mamadou Dia reste non violent, légaliste et stratégique. Il comprend que le changement viendra aussi par les institutions. Et c'est ainsi qu'il se lance en politique. En 1948, Mamadou Dia est élu député du Sénégal à l'Assemblée nationale française. C'est une victoire symbolique et politique immense. Un fils d'Afrique, jadis colonisé, siège maintenant dans les institutions du colonisateur. Mais Mamadou Dia ne s'y rend pas pour faire de la figuration. Il porte la voix des sans-voix, des opprimés, des oubliés. Il propose des lois en faveur des droits des indigènes, critique les structures économiques coloniales, et milite pour l'autonomie politique des colonies. À l'Assemblée, il croise Léopold Sédar Senghor, devenu lui aussi député. Les deux hommes fondent ensemble le Bloc démocratique sénégalais, BDS, une formation politique progressiste, anticolonialiste et panafricaniste. Leur alliance est puissante, mais les germes de leur future discorde sont déjà là. Mamadou Dia ne se contente pas de défendre le Sénégal. Il milite pour une Afrique unie, souveraine et économiquement indépendante. Il est l'un des rares leaders africains à proposer un modèle socialiste africain, basé sur les réalités culturelles du continent. À la différence de certains de ses contemporains, Mamadou Dia veut une décolonisation totale, pas seulement politique, mais aussi économique, culturelle, sociale. Il rejette les compromis trop faciles avec l'ancienne puissance coloniale. Il rêve d'une fédération de l'Afrique de l'Ouest, solidaire, égalitaire, indépendante du néocolonialisme français. Un rêve qu'il défendra avec passion, mais qui se heurtera aux ambitions plus modérées de son ami et rival, Léopold Sédar Senghor. Mamadou Dia n'est pas un politicien comme les autres. Il est un penseur, un bâtisseur de conscience, un réformateur rigoureux. Dans une époque où la parole politique était souvent teintée de compromission, il ose porter une vision claire, audacieuse, radicalement tournée vers l'émancipation réelle de l'Afrique. Nous sommes à la fin des années 1950. Le Sénégal est en ébullition. À la veille des indépendances africaines, une question essentielle agite toutes les discussions. Quel avenir politique et économique pour ce nouveau pays qui se prépare à rompre avec le joug colonial? Mamadou Dia, désormais président du Conseil du gouvernement autonome du Sénégal, est à l'épicentre de ce tumulte. C'est le moment charnière. Celui où le rêve rencontre la réalité. Et où les principes rencontrent les résistances du pouvoir. Dès l'autonomie interne acquise en 1958, le pouvoir est officiellement partagé entre deux hommes, Léopold Sédar Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du Conseil. Ce binôme est complémentaire mais très contrasté. Là où Senghor est un poète, un diplomate et un esthète, Dia est un technicien, un économiste, un bâtisseur. Dia ne veut pas seulement gérer un pays, il veut le transformer. Il rêve d'un Sénégal autosuffisant, souverain, émancipé économiquement. Dès les premiers mois de pouvoir, il met en œuvre un programme de réforme radicale, coopérative agricole, nationalisation, planification étatique, restructuration de la fiscalité. Le Sénégal doit cesser d'être un simple fournisseur d'arachides pour devenir une nation productive, moderne et équitable. Mamadou Dia incarne un socialisme africain, ni soviétique, ni marxiste, mais profondément enraciné dans les traditions sénégalaises, dans les réalités rurales, dans l'idée d'une solidarité communautaire. Il n'est pas idéologue, il est pragmatique. Mais sa vision heurte de front les intérêts établis, notamment les grands commerçants, les marabouts influents et l'administration française encore très présente dans l'économie. À mesure que Dia avance ses réformes, l'opposition monte, mais elle ne se montre pas encore au grand jour. Le Sénégal reste officiellement un État unifié, sans opposition parlementaire. Pourtant, les tensions se cristallisent dans l'ombre. Les grands chefs religieux, notamment ceux des confréries mourides et tidianes, voient d'un mauvais œil ces tentatives de laïciser l'État et de réduire l'influence des marabouts dans l'économie. Les commerçants libanais, français ou sénégalais, s'inquiètent de son projet de contrôle des circuits d'import-export. Et même certains membres de son propre parti, l'Union progressiste sénégalaise, UPS, commencent à douter de son autoritarisme croissant dans la gestion des affaires économiques. Mais Mamadou Dia, fidèle à sa rigueur, ne recule pas. Il accélère.
Il pousse l'État à investir dans des zones rurales oubliées, à créer des écoles techniques, à bâtir des infrastructures là où le colonialisme n'avait laissé que des routes vers le port de Dakar. Son credo, pas d'indépendance sans indépendance économique. Une déclaration de guerre, sans le vouloir, contre ceux qui profitaient de la dépendance. En décembre 1962, le désaccord culmine lorsque Mamadou Dia tente de bloquer une motion de censure déposée à l'Assemblée nationale contre son gouvernement. Il fait intervenir la garde pour empêcher les députés de voter. Pour ses adversaires, ce geste est interprété comme un abus de pouvoir, voire une tentative de coup d'État. Pour ses partisans, c'est une manœuvre légitime pour éviter un putsch parlementaire téléguidé depuis la présidence. Senghor, jusqu'alors ami, frappe fort, il ordonne l'arrestation de Dia et de ses plus proches collaborateurs. Dakar, 1963. Mamadou Dia comparaît devant la Haute Cour de justice du Sénégal, un tribunal d'exception mis en place pour juger les crimes politiques. Le procès est retentissant. Les Sénégalais, stupéfaits, assistent à la chute de celui qu'ils percevaient comme le cerveau de l'indépendance, le bâtisseur d'un Sénégal populaire et équitable. Dans la salle, l'ambiance est lourde. Mamadou Dia, digne, calme, ne cesse de clamer son innocence. Il explique avec une logique implacable son opposition au néolibéralisme rampant, sa volonté de protéger le peuple contre la mainmise des intérêts privés et des anciens colons. Il ne nie pas avoir fait intervenir la garde, mais il affirme que cela relevait d'un devoir de sauvegarde républicaine. Son verbe est sobre, parfois cassant, toujours précis. Il démonte, point par point, l'argumentaire de l'accusation. Mais tout semble joué d'avance. Derrière les murs du tribunal, la politique a déjà tranché. Il est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Un verdict qui choque une partie de l'opinion, mais qui est accueilli avec un silence complice par les puissances étrangères. Mamadou Dia est transféré à Kédougou, dans une prison isolée du sud-est du Sénégal, aux confins de la Guinée. Le climat y est rude, la chaleur étouffante, les conditions de détention spartiates. Pendant 12 longues années, il vit entre les murs d'une cellule, privé de liberté, de ses enfants, de ses combats politiques. Mais il ne cède pas. Il lit, médite, écrit. Son esprit reste vif, affûté. Il entame une profonde introspection spirituelle et philosophique. Il relit le Coran, Marx, les grands penseurs africains. Il rédige des essais, des lettres, des réflexions sur l'avenir du continent. Paradoxalement, cette réclusion renforce sa stature morale. Il devient une figure de l'intégrité, un symbole vivant de la résistance silencieuse à l'injustice. Son épouse, Fatou Dia, reste à ses côtés, courageuse et digne. Elle lutte discrètement pour sa libération, mobilise les soutiens, multiplie les courriers aux autorités. Ses enfants grandissent sans leur père, mais porteurs de son nom, de ses valeurs. Le monde change, le Sénégal aussi. Pendant que Dia est enfermé, le Sénégal évolue. Le pouvoir de Senghor se consolide. Le pays devient un modèle de stabilité, mais au prix d'un certain immobilisme économique et d'une dépendance renforcée envers l'ancienne métropole. L'opposition est muselée, le multipartisme suspendu. Sur le continent, les régimes révolutionnaires tombent les uns après les autres. Les rêves socialistes s'effritent, souvent récupérés ou détruits par des coups d'État militaires ou des manipulations étrangères. Le panafricanisme perd en vigueur. Mais à mesure que les années passent, la pression pour la libération de Dia augmente. Des intellectuels, des religieux, des diplomates s'interrogent sur le bien-fondé de son incarcération. Le silence commence à peser. Le 29 mai 1974, Senghor accorde la grâce présidentielle. Après 12 longues années d'incarcération dans l'isolement glacé du fort de Kédougou, Mamadou Dia recouvre enfin la liberté. Mais c'est un homme transformé qui sort de prison. Ses cheveux ont grisonné, son visage s'est creusé, son corps, amaigri, trahit les séquelles d'un isolement politique implacable. Et pourtant, dans ses yeux, brûle toujours une flamme inextinguible, celle de la justice, de l'intégrité, et d'une foi indéfectible en la démocratie et en l'avenir du Sénégal. À sa sortie, le Sénégal a changé. Léopold Sédar Senghor, son ancien frère d'armes devenu rival, règne toujours. Le parti unique est solidement installé, la société sénégalaise s'est urbanisée, et la jeunesse qui manifeste dans les rues ne connaît que très peu le nom de Mamadou Dia. Ce dernier se voit contraint à une forme d'exil intérieur, surveillé, marginalisé,
relégué dans un silence qu'il refusera toutefois d'accepter. Après sa libération, Mamadou Dia choisit de s'installer à Thiès, loin des feux de la politique nationale, mais non moins stratégique. Cette ville, où il avait bâti une partie de sa légende politique en soutenant les cheminots et les syndicats, devient son havre, son laboratoire intellectuel, son point d'observation du pays qu'il avait contribué à fonder. Là-bas, Mamadou Dia refuse de céder à l'amertume. Il écrit beaucoup. Il rédige des essais politiques, des réflexions sur l'islam, la démocratie, le développement. Il consigne ses mémoires, tentant de rétablir sa vérité, d'expliquer son combat, de déconstruire les accusations de 1962. Son ouvrage phare, Afrique, le prix de la liberté, publié dans les années 80, est à la fois un cri du cœur et un legs intellectuel. Il y expose sa vision d'un développement endogène, éthique, libéré des chaînes du néocolonialisme. Mais malgré ses efforts, la réintégration de Mamadou Dia dans le débat public reste limitée. Les médias, contrôlés ou prudents, lui accordent peu de place. Senghor, quant à lui, observe son ancien Premier ministre avec une distance contenue, n'osant ni une vraie réconciliation ni une condamnation explicite. La plaie de 1962 reste béante, taboue, comme si elle gênait jusqu'aux piliers du régime. Ce qui frappe le plus dans cette période de la vie de Mamadou Dia, c'est son refus de céder à la haine. Malgré l'injustice, malgré la trahison, malgré l'exclusion, jamais il ne réclamera vengeance ou revanche. Il refuse même de s'attaquer à Senghor publiquement, se contentant de dénoncer le système dans son ensemble, et les logiques néocoloniales qui, à ses yeux, ont défiguré les idéaux d'indépendance. En privé, il garde un profond respect pour son ancien compagnon de route. Il dira un jour: Senghor et moi avons voulu la même chose, l'émancipation de notre peuple. Mais nos chemins se sont séparés sur les moyens d'y parvenir. Il reste profondément croyant, se consacrant à l'étude du Coran, au dialogue interreligieux, et à l'éducation de la jeunesse. En 1980, Léopold Sédar Senghor annonce sa démission, transférant le pouvoir à Abdou Diouf. Ce passage marque la fin d'une ère et ouvre, timidement, une nouvelle page. Abdou Diouf, plus jeune, plus technocrate, incarne une tentative de modernisation du régime. Et surtout, il adopte une posture plus conciliante vis-à-vis des opposants historiques. C'est sous son magistère que Mamadou Dia commence à être réhabilité aux yeux de l'opinion. Non pas par décret officiel, mais par des gestes symboliques. On l'invitait à nouveau dans certaines conférences. Ses écrits sont enfin publiés sans censure. Des intellectuels africains, comme Samir Amin ou Joseph Kézerbo, saluent sa vision du développement et sa probité. Dans les universités, une nouvelle génération redécouvre son œuvre. On parle de lui comme du Mandela sénégalais, l'homme qui a souffert pour ses convictions mais qui n'a jamais rompu. Les jeunes militants le citent, les économistes africains s'inspirent de ses idées pour repenser le modèle post-colonial. En 1983, Mamadou Dia tente un retour en politique. Il se présente à l'élection présidentielle face à Abdou Diouf. À 72 ans, il mène une campagne modeste, sans moyens, mais chargée d'émotions. Il ne remporte que peu de voix, mais son message est clair, le combat continue, la démocratie doit vivre, le Sénégal mérite mieux. Ce retour éclair sur la scène politique ne marque pas une volonté de prise de pouvoir, mais un barreau d'honneur, une manière de dire au peuple sénégalais, je suis toujours là, fidèle à mes idées, fidèle à vous. Dans les années qui suivent, Mamadou Dia devient une figure morale, un sage consulté dans les moments de crise. Les partis politiques le courtisent, mais il reste indépendant. Il refuse les compromissions, les décorations, les titres vides. Il ne veut pas être un symbole sans impact, mais un acteur du débat public jusqu'au bout. Dans les années 1990, alors que le Sénégal s'enfonce dans de nouvelles tensions sociales et politiques, Mamadou Dia continue d'écrire et de témoigner. Il voyage peu, mais reçoit chez lui intellectuels, étudiants, journalistes. Il parle avec calme, sans passion excessive, mais avec une acuité toujours vive. Il analyse le monde, les rapports nord-sud, l'échec des modèles importés, la nécessité pour l'Afrique de retrouver son autonomie intellectuelle et spirituelle. Le 25 janvier 2009, à l'âge de 99 ans, Mamadou Dia s'éteint dans la sérénité, chez lui, à Dakar. La nouvelle bouleverse le pays.
Des centaines de personnalités, toutes tendances confondues, rendent hommage à celui que beaucoup considéraient comme l'homme politique le plus intègre de l'histoire du Sénégal. Son enterrement est sobre, à l'image de sa vie. Mais dans les rues, dans les mosquées, dans les écoles, on évoque son nom avec respect. Dans la douleur d'une perte, naît une reconnaissance plus large. L'État sénégalais décrète un deuil national. Des hommages pleuvent, du Mali à la Guinée, en passant par la diaspora. Mamadou Dia n'a pas eu le destin flamboyant d'un président resté au pouvoir pendant des décennies. Il n'a pas eu d'avenue à son nom de son vivant, ni de palais à sa gloire. Mais il a incarné autre chose, la droiture, la fidélité à un idéal, le refus de la corruption, et la force tranquille du devoir accompli. Son parcours est celui d'un homme d'État trahi mais jamais brisé, d'un patriote qui croyait profondément que l'Afrique pouvait tracer son propre chemin, loin des tutelles, des dogmes importés, des compromissions. Aujourd'hui, plus que jamais, le message de Mamadou Dia résonne avec force, l'indépendance ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de justice sociale, d'intégrité morale et d'un amour profond pour son peuple. Son engagement, sa rigueur et sa vision éclairée restent une source d'inspiration inestimable pour les générations actuelles et futures. Et vous, que retenez-vous de l'héritage de Mamadou Dia? Pensez-vous qu'il est temps que son nom retrouve toute sa place dans notre mémoire collective? Partagez votre avis dans les commentaires, on en discute ensemble. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs récits sur les grandes figures, souvent oubliées, de l'histoire africaine. Je vous laisse d'ailleurs avec l'une de nos vidéos qui va s'afficher à l'écran. Cliquez, regardez, et laissez-vous emporter. Merci infiniment d'avoir regardé. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de notre histoire.